Bonjour à tous. De nos jours, un mariage sur deux se solde par un divorce et les familles monoparentales ne sont plus une exception. Les défis à relever pour le parent solo sont très nombreux, avec à tout âge des problématiques spécifiques. Gérer son ado quand on est parent solo, c'est tout de suite dans Parents tout va bien. Et pour aborder ce sujet dans ce nouvel épisode, j'accueille Lise Marotte. Bonjour. Vous êtes thérapeute, spécialiste dans la parentalité positive, vous allez nous expliquer. Avec nous également sur ce plateau, Quentin Brier, bonjour. Bonjour. Coordinateur éducatif à la Maison des Adolescents de la Meuse et formateur en discipline positive. Avec vous, on va tenter de donner quelques outils, quelques clés pour aider ces familles à maintenir un équilibre. Quentin Brier, c'est quoi un parent solo ? Un parent solo, c'est une question qu'on peut pas définir particulièrement un parent solo. Il y a des parents solo. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme vous disiez dans l'introduction, c'est-à-dire une personne qui, suite d'un divorce, se retrouve seule avec ses enfants. Mais ça peut être aussi parent solo sur des périodes courtes, pas comme par exemple lors du départ d'un parent pour raison professionnelle ou pour d'autres sujets. Donc on a des parents solo et à chaque parent solo, c'est sa problématique. Donc c'est toute la complexité de la question. Voilà pour ce que je peux vous dire sur la parent solo. Donc on comprend bien qu'il y a énormément de situations différentes. Lise Marotte, je suppose qu'un parent solo est face à de nombreuses problématiques. Bah oui, c'est un parent qui doit absolument tout gérer à la maison, donc ce qui entraîne beaucoup de fatigue et aussi beaucoup de culpabilité parce que la volonté que ses enfants aient tout, qu'ils soient quand même bien, qu'ils aient un équilibre. Donc pression, culpabilité, beaucoup de fatigue. Et ce qui peut entraîner effectivement des difficultés dans l'organisation au quotidien. Mais c'est possible pour un parent solo d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle, entre sa vie de parent, entre sa vie amoureuse également ? Oui, c'est possible. Alors pour ça, il faut forcément être en mesure de pouvoir s'entourer, notamment pour confier les enfants quand ils sont petits ou les plus grands qui peuvent se garder. Trouver du temps pour soi et réussir à se dégager du temps dans son organisation familiale. Pas hésiter aussi à autonomiser ses enfants pour qu'ils puissent gagner un petit peu en autonomie et du coup prendre leur part dans la charge du foyer, etc., pour pouvoir se dégager du temps. Mais c'est tout à fait possible et c'est même important que les parents puissent continuer à avoir leur vie à eux aussi. Et justement, Quentin Brier, quelle forme d'autorité le parent solo doit-il exercer sur son enfant ? Alors, je pense que ça, c'est propre à la personne plus qu'à la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type d'autorité que va devoir aborder un parent solo parce que jusqu'à maintenant, ils étaient deux, que là, tout seul. On va dire qu'on va garder le naturel. Ce que Lise soulignait, c'était l'organisation et je pense que c'est la clé. C'est-à-dire que, par contre, là où on va l'attendre, le parent solo, ça va être sur sa capacité à organiser le foyer et à réorganiser les tâches. Et puis, tout en sachant que ce qui est primordial, c'est le prendre soin de soi. C'est-à-dire que le parent solo va avoir comme priorité de prendre soin de lui pour être un parent efficace. Parce que si on a un parent qui, sous pression ou qui se met une pression particulière, va être fatigué, forcément, ça sera un parent qui sera au bout du tunnel. Enfin, au bout du tunnel, non, mais qui sera au bout du parcours dans une fatigabilité trop importante et donc peu efficace avec les enfants. Et là, ça peut devenir compliqué comme situation à gérer. Et justement, on peut s'appuyer sur l'autre parent pour se sortir la tête de l'eau ? Alors, dans le cas d'un divorce, par exemple, ce qu'on peut travailler, nous, à la Maison des Adolescents, c'est le fait de trouver une homogénéité entre les deux foyers. C'est-à-dire, parfois, c'est facile quand les parents s'entendent encore correctement et qu'on peut travailler sur les deux côtés. Quand c'est pas le cas, ce qu'on utilise, c'est l'outil emploi du temps, encore une fois, et qu'on fait symboliquement signer par le parent qui est pas forcément OK pour l'appliquer chez lui, mais par contre, qui va accorder un crédit à l'emploi du temps, ou à l'organisation qui se passe à la maison chez la maman ou chez le papa, inversement. Donc voilà, on peut s'appuyer sur les deux quand ça se passe comme ça. Même malgré la séparation, on arrive à travailler de manière très, très efficace. Donc il faut garder une relation entre le parent solo et l'autre parent. Ça peut être une relation ou même être en capacité de pouvoir s'échanger des mails, des SMS, être en communication téléphonique. Ça peut juste passer par là. On arrive à faire des choses très bien, ne serait-ce qu'à travers le travail, par les mails. L'homogénéité et le fait qu'il y ait le même fonctionnement chez papa et chez maman, ça donne des garanties, ça donne déjà un aspect sécurisant pour l'enfant et ce qui permet d'être bienveillant avec les enfants. Ouais. Lise Marotte, c'est possible de réussir à retrouver un équilibre sans repenser au passé et tout ce qui s'est passé dans la vie d'avant ?
Je pense que c'est important, et là c'est le travail du parent, du coup, de faire son deuil de sa relation passée, pour pas la remettre effectivement sans arrêt sur le tapis, pour pas non plus que ce soit le poids de l'enfant. C'est pas à lui de porter cette culpabilité ou le poids de l'histoire de ses parents. Donc il faut pas hésiter non plus, si à un moment on sent qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, à se faire aider et à se faire accompagner pour pouvoir après avancer correctement et pouvoir accompagner aussi ses enfants dans le quotidien. Se faire accompagner par qui? Alors il y a des psys, il y a des médiateurs, il y a voilà des personnes comme Quentin qui peuvent accompagner. Ça peut aussi être les proches où on peut en discuter, voilà, se confier à sa famille, mais il faut pas tout garder pour soi sous peine d'imploser à un moment parce qu'on peut pas tout garder tout le temps pour soi. Alors, parfois, les enfants prennent une place inappropriée dans la nouvelle configuration familiale. Vous m'arrêtez si je me trompe, Quentin Brier. Mais les rôles peuvent être même inversés entre les parents et les enfants. Typiquement, au départ d'une situation nouvelle, il y a une prise de pouvoir des enfants. On parle de parentalisation. Alors, elle peut se faire de par les enfants. C'est les enfants qui vont prendre la place. Ou parfois, dans une quête un peu de responsabiliser les uns et les autres, le parent involontairement va placer l'aîné à une place de conjoint. Alors là, c'est difficile parce que une fois qu'ils ont cette place-là, c'est compliqué pour l'aîné. Par exemple, je prends l'exemple de l'aîné parce que c'est souvent lui ou elle qui est dans cette situation. C'est compliqué de revenir en arrière. C'est-à-dire que l'enfant qui est responsabilisé, il est valorisé dans ce statut. C'est-à-dire que lui, il se plaît à être dans la responsabilité, dans le fait de gérer ses frères et sœurs. Donc, ça va être compliqué de lui dire non, écoute, ça, c'est plus à toi de le faire. Il faut qu'on trouve une autre manière de le faire. Il faut que toi, tu gardes ta place et que tu profites aussi de ton adolescence, ton enfance. Donc, clairement, ça va être un travail à faire. Après, des fois, tout se passe bien. Il y a une équipe qui est faite et on s'aperçoit que malgré le nombre de responsabilités de l'adolescent ou de l'enfant, il a quand même son petit espace à lui. Il a des sorties. Donc, ça prend pas. Il y a quand même une limite qui est respectée. Donc, dans ce cas-là, on a la possibilité de laisser la situation telle qu'elle est. Mais la parentalisation, c'est un sujet. Comment y remédier? Comment remettre l'enfant à sa place? Alors on va refaire encore le principe de la super nanny, mais c'est les parents qui m'accompagnent, ils adorent ça. C'est-à-dire que l'emploi du temps, le fait de redonner des tâches, de définir des tâches, et que ça soit fait de manière formelle et co-construite, c'est-à-dire une table, tout le monde autour de la table, et on marque nom par nom, toi tu feras telle tâche tel jour. Et c'est la meilleure façon de mettre chacun à sa place, et surtout de lui demander si toi est-ce que tu es d'accord avec ça, est-ce que tu proposes autre chose, vraiment que ça soit un travail co-construit, pas le parent qui dicte la façon de faire, parce que ça c'est le meilleur moyen justement que chacun puisse soit se construire en opposition face à ce règlement, soit justement de prendre trop de place. Moi j'ai fait étage d'un tel, j'ai fait étage d'un tel, et donc prendre un peu plus de volume pour être valorisé, parce que finalement les enfants ils aiment bien être dans ce statut-là. Ouais. Et vous le disiez, c'est une nouvelle vie qui recommence. Il y a un équilibre à trouver et il y a un équilibre parfois à trouver avec un nouveau partenaire pour le parent solo. Lise Marotte, comment on fait pour retrouver un équilibre avec une autre personne qui arrive dans la vie des enfants? Alors, je pense que déjà le bon point, c'est de commencer par l'introduction de cette nouvelle personne dans le cercle familial, choisir le bon moment. Voilà, il faut pas que ce soit un moment typiquement qui appartienne aux enfants. Je pense à des anniversaires ou autres, on est tenté de se dire tout le monde est là, on y va. Non, au contraire, conserver un moment intime et qui n'appartient pas aux enfants pour qu'ils aient pas l'impression qu'on leur a volé quelque chose. Choisir le bon moment, c'est important. Que le parent garde du temps pour lui et pour du coup son nouveau compagnon, mais qui garde aussi du temps pour les enfants, qui se sentent pas volés, qu'ils aient pas l'impression qu'on leur a retiré quelque chose, et toujours miser sur la communication en leur expliquant les choses. Ils arrivent très bien à comprendre, donc pas le faire en cachette, le faire vraiment ouvertement. Je vais avec mon compagnon, et que eux ne se sentent pas perdus, donc qu'ils puissent connaître la personne, mais à leur rythme. Donc on n'y va pas trop fort, on y va pas à pas, on fait des choses sympas ensemble, on va faire des sorties, le bowling, le ciné, peu importe, pour favoriser un début de relation sans que ce soit forcé. Sans que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne devienne un parent. Oui, non, c'est pas le but. Je pense qu'au début, les parents veulent juste finalement pouvoir vivre leur histoire et pas forcément que le nouveau compagnon joue le rôle d'autorité ou autre. Je pense que ça vient après avec l'habitude et finalement quand les liens se tissent. Mais je pense pas que dans un premier temps, ce soit ça qu'il faille rechercher. Il y a deux choses qui me semblent importantes dans ce genre de situation, c'est le fait d'être vigilant sur l'aspect deuil des enfants. C'est-à-dire que les enfants aient bien travaillé sur le fait que le couple, papa-maman, c'est fini définitivement. Parce que souvent, c'est quelque chose qui met du temps et qui va peut-être même revenir dans l'histoire de l'enfant. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose aussi, c'est de se dire, est-ce que mes enfants ne portent pas la culpabilité de la séparation ? Parce que souvent, ils sont coupables, ils se sentent coupables de la séparation de papa et maman.
Et le fait d'avoir une nouvelle personne là-dessus, bah, finalement, est-ce que je dois me construire en opposé? Est-ce que voilà, il peut y avoir des conflits qui se créent autour de ça. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects-là sont assez importants. Et donc ça revient, il y a un rythme à respecter. Je pense que ce que disait Lise est tout à fait pertinent. Donc il faut vraiment prendre le temps à la fois pour soi, parce que ça nous appartient, c'est notre nouvelle relation, et à la fois pour l'enfant, parce que bah, il faut prendre en considération, et puis c'est des petites choses quand même fragiles, donc faire attention. Allez, un dernier mot, Lise Marotte. Et je rajouterais aussi, du coup, de ne pas Enfin, pour l'autre parent, de ne pas dénigrer le nouveau compagnon. Ça, c'est aussi très important. On peut avoir du ressentiment et que ce soit une situation difficile à vivre pour un parent qui reste tout seul quand on voit son ex-conjoint, tout conjoint, qui refait sa vie. Mais c'est pas aux enfants d'avoir cette place-là. C'est pas auprès d'eux c'est pas nos confidents. C'est pas auprès d'eux qu'on doit raconter ces histoires-là. Donc aussi éviter que l'autre parent mette l'enfant justement en position d'opposition, parce que s'il voit que papa ou maman, il l'aime pas, il va forcément aller dans ce... Oui, exactement. Pour conclure, je vais vous poser la question à tous les deux, mais je vous écoute depuis tout à l'heure. On comprend bien que le parent solo a énormément de charges. Il peut craquer aussi. Quels conseils vous leur donnez si jamais ils nous regardent? Quels conseils pour surmonter cette épreuve? Alors, ne pas hésiter à s'entourer de famille, d'amis, de psychologues, de professionnels. Enfin, il y a quand même beaucoup de structures, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être là. On a le sentiment, je pense, que d'être tout seul à un moment et d'avoir tout le poids du monde sur nous, mais on n'est pas tout seul. Il y a des personnes qui peuvent nous aider. Et à côté de ça, dans un premier temps, même si c'est que 5 minutes, trouver 5 minutes pour soi. Pour boire un café chaud, pour lire 5 pages d'un livre, peu importe, mais trouver du temps pour soi et savoir en fin de journée se dire il y a quand même eu du bon dans chaque journée pour avancer petit à petit. Trouver du temps pour soi, c'est la clé, Quentin Brier? Clairement, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un peu l'état des ressources de la personne. C'est-à-dire que, quelles sont vos ressources? Alors, il y a la grand-mère, il y a une tante, il y a une cousine. Alors ça, c'est bien de faire l'état des ressources. Après, il faut qu'on arrive à travailler avec les parents pour déculpabiliser le parent qui va laisser ses enfants. Mais je vais pas les laisser tout le temps la personne là. Mais non, mais c'est important pour vous parce que vous avez besoin aussi de faire d'autres choses à côté. Donc, il y a aussi cet aspect culpabilité. Et surtout qu'en plus, on est encore dans un système familial assez compliqué et assez jugeant, on va dire. Donc, c'est-à-dire que une personne seule qui fait le choix de se séparer, des fois, c'est encore mal vu. Donc, il y a cette pression-là qui se met sur la maman et le papa. Et en plus de ça, va falloir que je sois au top. Parce que pour éviter oui, c'est forcément que les enfants vont pas bien parce qu'ils se sont séparés, ça doit pas être facile. On l'avait pourtant prévenu, enfin, toutes ces petites choses. Et ça, alors, on se le dit pas beaucoup. Mais c'est terrible pour une maman ou pour un papa de subir ça. Donc, clairement, il faut assumer tous ses choix et interroger ses enfants, savoir. C'est les seuls juges, en fait, les enfants. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça te va d'aller chez ta grand-mère? Bah ouais, chez grand-mère, c'est cool. Voilà, garantir juste un simple jugement de l'enfant, c'est déjà suffisant. Si en plus, dans ça, on trouve un peu de joie personnelle, c'est top. Merci à tous les deux. Quentin Brier, je rappelle que vous êtes coordinateur à la Maison des Adolescents de la Meuse. Lise Marotte, vous êtes psychopraticienne et spécialiste dans la parentalité positive. Merci à tous les deux et à très vite pour un nouvel épisode de Parents tout va bien.